Je vais commencer ce petit voyage avec les Césaire et les poètes que j'ai appelés les poètes de sa lumière. Je vais commencer par une parole de Joseph Zobel. Joseph Zobel, qui est l'auteur de Rue Nègre, qui est décédé. Et je dois vous dire que la dernière fois où il a vu les Césaire, j'étais en sa compagnie. J'ai eu cet honneur, ce bonheur immense de cette retrouvaille. Je crois qu'il ne s'était pas vu depuis 10 ans. Entre Zobel et Césaire. Et le texte que je veux vous dire, il l'avait écrit bien avant, quand il avait revu, après plus de 20 années de séparation. Et c'est avec ce texte que je vais commencer ce moment tout à fait particulier. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie bien sûr la bibliothèque des Césaire du 14e. Je remercie tous ceux qui ont fait que ce moment puisse exister. Merci. À aimer Césaire. Comme si je venais de remonter un fleuve de la largeur du ciel pour arriver jusqu'à toi, la source lustrale. La force du courant arrachait les effilures d'amour collées à ma mémoire. Mais je n'ai pas le mot pour entrer dans le cercle au vide de ta lumière. Tu parles, et ton miroir fulgurant me renvoie mes souvenirs d'avant l'enfance. J'écoute l'oxygène de ton verbe à les yeux du soleil. Je respire ta présence en silence. Joseph Zobel. Merci. C'est un texte court comme ça, je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous dire une parole de Césaire, extraite du cahier d'un retour au pays natal. Cette parole, je l'ai intitulée « Le chant fondamental de négritude ». On pourrait imaginer le devant jour dans une campagne de Martinique, le petit matin, comme l'appelle Césaire. On pourrait dire que c'est l'heure propice à l'infusion des vertus ancestrales. Le poète chante, il chante la beauté de sa race, il chante la grandeur de sa race, et il chante surtout une ouverture, un partage avec le monde, l'universalité de sa race. Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur, ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre. Silo où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle trouve l'accablement opaque de sa droite patience. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent
saisi à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisi par le mouvement même de toute chose, insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde, poreux à tous les souffles du monde, air fraternel de tous les souffles du monde, lit cendrin de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Et il y a pour la joie, et il y a pour l'amour, et il y a pour la douleur au pied de l'âme réincarnée. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entends ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à mes mains puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, et docile à son génie comme le poing à l'allongé du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Mais, le faisant que, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique, vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige pécheur de cette unique race. Ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, la sommée libre enfin de produire de son intimité close la succulence des fruits. Et que je connais aussi et que j'ai plaisir à partager avec vous, voici un poème qui est, je crois, le premier de moi laminaire, qui est le dernier ouvrage de Césaire. Ce poème s'intitule « Calendrier lagunaire ». Dans cette parole, nous avons accès à une dimension peu connue de Césaire, de sa personne, une dimension intime, parce qu'Aimé Césaire, me semble-t-il, nous ouvre là les portes d'un fort intérieur très dramatique. Blessures ancestrales, tourments existentiels, et peut-être aussi dérision du verbe face à l'histoire et au drame qu'elle suscite. Calendrier lagunaire. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un lent silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté. Entre bulbes et cailleux, j'habite l'espace inexploité. J'habite du basalte, non une coulée, mais de la lave mascarée qui remonte la valeuse à toute allure.
je m'accommode de mon mieux de cet avatar d'une version de paradis absurdement ratée. C'est bien pire que l'enfer. J'habite de temps en temps une de mes plaies. Chaque minute, je change d'appartement. Et toute paix m'effraie. Tourbillon de feu, assidie comme nul autre pour poussière de mondes égarés, ayant craché volcan mes entrailles d'eau vive. Je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets. J'habite donc une vaste pensée. Mais le plus souvent, je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. Ou bien j'habite une formule magique, les seuls premiers mots, tout le reste étant oublié. J'habite l'embâcle, j'habite la débâcle. J'habite le pan d'un grand désastre. J'habite l'auréole cassée. J'habite le plus souvent le pied le plus sec, du piton le plus efflanqué. J'habite un troupeau de chèvres tirant sur la tétine de l'organier le plus désolé. À vrai dire, je ne sais plus mon adresse exacte. Batial ou abyssal. J'habite le trou des poulpes. Je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe. Frère, n'insistez pas. Vrac de Varec, m'accrochant en puscute ou me déployant en porana, c'est tout un. Et que le flot roule et que ventouse le soleil, et que flagelle le vent. Ronde bosse de mon néant, la pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend somptueux certains de mes mots. Maintenant, toujours extrait de moi laminaire, voici Dorsal Boussal. Un peu comme nous en Martinique et peut-être en Guadeloupe où il y a la soufrière, nous portons tous quelque part un volcan, surtout les générations des années 40, 50 et autres. Et Césaire porte aussi ce volcan. Il est de la Martinique qui a été marqué, vous le savez, par l'éruption du Mont Pelé en 1902. En plus, au pied du volcan, il a un arbre tutélaire où il aimait aller. Et ici, dans Dorsal Boussal, le volcan prend une dimension totémique, symbolique et dramatiquement métaphorique, puisqu'il dit un peu les douleurs, les léthargies du monde, mais surtout les révoltes latentes, les éruptions historiques des peuples. Et la pire est peut-être celle à venir, d'après la vision de Césaire. Dorsal Boussal. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Il y a des volcans fous. Il y a des volcans ivres à la dérive. Il y a des volcans qui vivent en meute et patrouillent. Il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps, véritables chiens de la mer. Il y a des volcans qui se voilent la face, toujours dans les nuages. Il y a des volcans vautrés comme des rhinocéros fatigués, dont on peut palper la poche galactique. Il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Il y a des volcans vigilants, des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du Graal des peuples endormis. Il y a des volcans fantasques qui apparaissent et disparaissent. Il ne faut pas oublier
ceux qui ne sont pas les moindres, les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés, et dont de nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. Et merci. Merci. Et maintenant, nous allons, bien sûr, invoquer, si on peut dire, Léon Gontran Damas, puisque j'ai voulu effectivement que l'on parle de Césaire, qu'on en dise quelques-unes de ses paroles, et en même temps que l'on parle de ceux qui ont propulsé, on peut dire, le mouvement de la négritude, Damas, Senghor, et tous ceux qui ont un peu dans cette lumière proposé des paroles diverses. Et là, pour introduire Léon Gontran Damas, je vais vous dire un extrait de Feu sombre toujours, encore une parole de moi laminaire de Césaire, qui est dédié à Léon Gontran Damas. Feu sombre toujours à Léon Gontran Damas. Nous voyons Damas, nous voyons l'homme du jazz et du blues, nous voyons le révolté quotidien, le révolté bluesé. Je vois les négritudes obstinées, les fidélités fraternelles, la nostalgie fertile, la réhabilitation de délires très anciens. Je vois toutes les étoiles de jadis qui renaissent et sautent de leur site uniforme. Je vois toute une nuit de ragtime et de blues, traversée de pêle-mêle de rires et de sanglots d'enfants abandonnés. Et toi, qu'est-ce que tu peux bien faire là, noctambule, à n'y pas croire de cette nuit vraie, salutaire ricanement forcené des confins à l'horizon de mon salut, frère, feu sombre, toujours. Extrait de Moi la Lumière, aller en contre la masse. Merci. Et bien sûr, de même que je l'ai connu Césaire quand j'étais étudiant, parce qu'à l'école, on ne nous faisait pas découvrir l'univers de Césaire, voire sa poésie. Il n'apparaissait que comme une espèce de combattant, presque Don Quichotte, qui n'apparaissait même pas sur les médias. Et on ne connaissait pas non plus la poésie des autres de la négritude, de Damas. Mais l'une des premières poésies de Damas que j'ai fréquentée, que j'ai eu l'occasion de dire avec un groupe de blues, c'est celle qui est peut-être la plus connue. Et Damas a un univers poétique très, très divers, très marqué par le jazz, parfois une poésie de lyrisme très subtil avec des renversements de mots. Voici OK de Léon Gontran Damas. Et j'ai beau avaler cette gorgée d'eau 3 ou 4 fois par 24 heures, me revient mon enfance dans un hoquet, se croit mon instinct, tel le flic, le voyou. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère, voulant d'un fils très bonne manière à table, les mains sur la table, le pain ne se coupe pas, le pain se rompt. Le pain ne se gaspille pas. Le pain de Dieu, le pain de la sueur du front de votre Père, le pain du pain. Un os se mange avec mesure et discrétion. Un estomac doit être sociable. Et tout estomac sociable se passe de rôle. Une fourchette n'est pas occultant.
défense de se moucher au su et au vu de tout le monde. Et puis, tenez-vous droit. Un nez bien élevé ne balaye pas l'assiette. Et puis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à la fin de chaque repas. Et puis, désastre. Parlez-moi, désastre. Parlez-moi. Ma mère, voulant d'un fils, mémorandum. Si votre leçon d'histoire n'est pas sûre, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je déjà dit qu'il vous fallait parler français? Le français de France, le français du français, le français français? Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère, voulant de fils de sa mère, vous n'avez pas salué, voisine. Encore vos chaussures de sale. Et que je vous y reprenne dans la rue, sur l'herbe ou à la savane, à l'ombre du monument aux morts, à jouer, à vous ébattre avec un tel, qui n'a pas reçu le baptême. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère, voulant d'un fils très doux, très ré, très mi, très fa, très sol, très si, très do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il m'est revenu que vous n'étiez encore pas dans votre leçon de violon. Un banjo? Vous dites un banjo? Comment dites-vous? Un banjo? Vous dites bien bonjour? Non, monsieur. Vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni ban, ni jo, ni qui, ni ta. Les mulâtres ne feront pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Et en votre place. Merci. Merci. Et voici le vent de Léon contre Damas. Un petit poème très court. Sur l'océan nuit noire, je me suis éveillé et pris, sans jamais rien saisir de tout ce que racontait le vent. Sur l'océan nuit noire, ou bien le vent repasse sa leçon du lendemain, ou bien le vent chante des trésors enfouis, ou bien le vent fait sa prière du soir, ou bien le vent est une cellule de fou sur l'océan nuit noire, pendant qu'un bateau foule l'écume et va vers son destin de roulure sur l'océan nuit noire. Merci. Et la deuxième poésie de Léon contre Damas, qui a créé vraiment chez moi un certain type de choc poétique, il parle des poupées noires. À l'époque, les enfants, on ne leur donnait pas des poupées noires. Je me souviens même de mon épouse qui avait une poupée blonde et à laquelle elle ne devait pas avoir accès tous les jours. Elle était toujours dans son cellophane sur l'armoire. Une poupée blonde et souvent un petit peigne avec lequel on peignait sa poupée. Et les poupées noires, c'était presque un sacrilège. C'est devenu un symbole particulier, hors de toute intention bassement raciale. Un symbole particulier chez Léon contre Damas. Limbé. Limbé, c'est un terme guadeloupéen surtout, qui veut dire chagrin d'amour. Chez nous, on dit gros poil. Tu connais ça? Content de te voir. Rendez-les-moi, mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image des catins blêmes, marchands d'amour qui s'en vont viennent,
sur le boulevard de mon ennui. Rendez-les-moi, mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image sempiternelle, l'image hallucinante des fantoches empilés et fessus, dont le vent porte au nez la misère, miséricorde. Donnez-moi l'illusion que je n'aurai pas à contenter le besoin étal de miséricorde, ronflant sous l'inconscient dédain du monde. Rendez-les-moi, mes poupées noires, que je joue avec elles, les jeux naïfs de mon instinct, rester à l'ombre de ces lois, recouvrer mon courage, mon audace, redevenu moi-même, nouveau moi-même de ce que hier j'étais, hier, sans complexité, hier, quand est venue l'heure du déracinement. Le sauront-ils jamais, cette rancune de mon cœur, à l'œil de ma méfiance, ouvert trop tard? Ils ont cambriolé l'espace qui était le mien, la coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre enfumée, grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux, la cadence, les mains, la mesure, les mains, le piétinement, le sol. Rendez-les-moi, mes poupées noires, mes poupées noires, poupées noires, poupées noires, noires. Merci. Léon Gontran Damas, toujours. Et maintenant, Léopold Sédar Senghor. J'avoue que nous sommes là dans un lyrisme de la savane sénégalaise. Et j'ai toujours imaginé la poésie de Léopold Sédar Senghor avec des chorales, des guitares hawaïennes, quelque chose comme le petit galop de conga et de tumba. Voici de Léopold Sédar Senghor Lettre d'hivernage. Il s'adresse à qui? À une femme peut-être. Tu parles de ton âge, de tes fils de soie blanche. Regarde tes mains, pétales de laurier rose, ton cou, le seul pli de sa grâce. J'aime les cendres sur tes cils, tes paupières, et tes yeux d'or mat, tes yeux soleil, sur la rosée d'or vert, sur le gazon du matin, tes yeux en novembre, comme la mer d'aurore, autour du castel de Gorée. Que de force en leur fond, fortune des caravelles, jetées aux dieux d'ébène. J'aime tes jeunes rides, ces ombres que colore d'un vieux rose ton sourire de septembre, ces fleurs commissures de tes yeux, de ta bouche, tes yeux et ton sourire, les baumes de tes mains, le velours, la fourrure de ton corps, qui me charme longtemps au jardin de l'Éden, femme ambiguë, toute fureur, toute douceur. Mais au cœur de la saison froide, quand les courbes de ton visage plus pur se présenteront, tes joues plus creuses, ton regard plus distant, madame, quand de sillons seront striés comme les champs d'hiver, ta peau, ton cou, ton corps sous les fatigues, tes mains minces, diaphanes, j'atteindrai le trésor de ma quête rythmique, et le soleil, derrière la longue nuit d'angoisse, la cascade et la même mélopée, les murmures, les sources de ton âme. Viens, la nuit coule sur les terrasses blanches. La lune caresse la mer de sa lumière de cendre transparente. Au loin reposent les étoiles
Sur les abîmes de la nuit marine, l'île s'allonge comme une voie lactée. Mais écoute, entends-tu les chapelets d'aboiement qui montent du Cap Manuel et montent du restaurant du roi de Lance. Quelle musique inouïe, suave comme un rêve. Oh, cher. Quand on passe de l'univers de Césaire à celui de Senghor, on est vraiment dans un lyrisme tellement particulier. Et voici, comme j'ai eu l'occasion de découvrir Damas par Bouquet, voici le poème par lequel un petit poignée de Martiniquais ont découvert Damas. Parce qu'il est vrai qu'on n'a pas du tout fait connaître, je vous ai dit Césaire, voire Damas et Senghor. Mais c'est au moins un poème qui est connu parce qu'il parle de femme noire. C'est une vision très idéale de la femme noire, très africaine aussi. Je vais vous dire, Femme noire de Léopold Sédar Senghor. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair de Nègre. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimer. Femme noire, femme obscure, huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes. Les perles sont des étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge, ta peau qui se moire, à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Femme nue, femme noire. Merci. Merci. Et à la suite, toujours de Léopold Sédar Senghor, voici Élégie des Saudades. Saudades, c'est une musique, disons, qui vient du Sénégal, mais surtout du côté des régions portugaises, Saudades. J'écoute au fond de moi le chant à voix d'ombre des Saudades. Est-ce la voix ancienne, la goutte de sang portugais qui remonte du fond des âges? Mon nom qui remonte à sa source? Me souvenir, mais simplement me souvenir. Chamelier mort, te voici donc dressé à ma mesure. C'était au siècle de l'honneur, guerrier à la hauteur de mon courage. À tes ruses obliques, opposée la droiture de ma lance. Elle porte l'éclair comme un poison. À ta ruse, mon élan sans couture. Ma mission est de paître les troupeaux, d'accomplir la revanche.
et de soumettre le désert au Dieu de la fécondité. C'était au siècle de l'honneur. La bataille était belle, le sang vermeil, la peur absente. À l'ombre de mes dunes chantent les saudades de mes gloires perdues. J'écoute au plus profond de moi la plainte à voix d'ombre des saudades. Merci. Et voici une parole de l'auteur camerounais qui est extraite d'un recueil qui s'appelait attendez, ça ne me revient pas, le titre même du recueil, Soleil fusillé, voilà. Ce poète s'appelle Paul Dakeyo. Il est peu connu. À un moment, il a été, je crois, directeur des éditions Silex. Il a publié quelques auteurs africains et autres. Puis après, il s'est retrouvé en Haïti. De temps en temps, j'ai de ces nouvelles, l'écho comme ça, je ne sais pas où il est. Voici le lyrisme de Paul Dakeyo, bien sûr, qui a été imprégné de Césaire. Pas forcément du style de Césaire, mais imprégné de cette parole qui, en Afrique, est très connue, beaucoup plus qu'à Martinique. Je veux vivre. Vivre hors de l'ultime désertion, avec l'ouragan à travers le temps, avec l'amour, la force, la fleur, l'homme, et ma terre fiancée au soleil. Vivre d'intensité, de tendresse, de main d'haleine profonde, de douceur. Vivre une aurore humaine, sans fraternité lucteuse, avec un amour de pierre et de rose, et proclamer les lignes d'une géométrie nouvelle en parasolennelle, avec une empreinte permanente hors du temps décomposé. Je veux qu'on me dise que l'aube accouchera de multiples arcs-en-ciel. Je veux qu'on me le dise. Et nous composerons avec l'ami, le frère, l'enfant. Et nous composerons avec la nature libre. Voici venu l'instant final où mon cri s'additionne à ma douleur et brusque la nuit et brusque le silence. Voici mon chant de force vitale et de feu substantiel. Mon chant escaladant l'aurore primordiale. Mon chant de l'aube originelle. Mon chant perdu dans la nuit comme un éclair. La parole déliée, le geste essentiel. Mon chant armé de pied en cap, comme un acte de vie, comme une marche interminable de main et de vent. Que ma parole soit comme un scalpel qui ouvre l'inconnu, partout où l'homme résiste. Et si la nuit suicide le cri, des milliers d'autres poètes se lèveront à l'horizon pour chanter la liberté et porter au creux de l'écume la parole précise et torrentielle. Paul Dakeyo. Merci. Et bien sûr, à l'époque où j'ai découvert Césaire, j'ai découvert aussi des auteurs majeurs d'Amérique latine qui ont d'ailleurs été contemporains de Césaire, et je sais qu'ils ont eu une correspondance. De même que Césaire a connu les poètes et surtout du surréalisme, et qu'elle a été, pour ainsi dire, chantée par Breton. Voici maintenant une parole de Pablo Neruda, traduite bien sûr de l'espagnol. Cette parole est particulièrement, comment dire, propice à être dite en ces temps de déchirement entre les hommes, entre les factions, entre les clans, les classes. Voici, nous avons peut-être le temps de Pablo Neruda.
nous avons peut-être le temps encore d'être et d'être juste. D'une manière provisoire, la vérité est morte hier. Cela, tout le monde le sait, bien que chacun le dissimule. Elle n'a point reçu de fleurs, elle est morte, et nul ne la pleure. Entre l'oubli et ce qui presse un peu avant l'enterrement, nous aurons l'occasion peut-être de notre mort, de notre vie, pour aller d'une rue à l'autre, de mer en mer, de port en port, de cordillère en cordillère, et plus encore, d'homme en homme. Demander, l'avons-nous tué, nous, ou bien les autres l'ont-ils tué? Ce crime a-t-il été commis par notre amour, nos ennemis? Puisque la vérité est morte, nous pouvons dès lors être justes. Car avant, nous devions nous battre avec des armes d'obscur calibre. Pour nous blesser, nous oubliâmes le pourquoi de notre combat. Nous n'avons jamais su à qui était le sang autour de nous. Nous avons accusé sans cesse, on nous a accusés. Ils ont souffert, et nous aussi. Mais alors qu'ils avaient gagné, alors que nous avions gagné, la vérité est décédée de vieillesse ou de mort violente. Maintenant, tout est inutile. Nous avons tous été vaincus. Aussi, je pense que peut-être nous pourrions enfin être justes, ou que nous pourrions enfin être. Nous avons cet ultime instant, et après 1000 années de gloire, pour ne plus être, ni revenir. Et nous arrivons, disons, à la fin de ce moment si particulier et si chaleureux. Merci de votre écoute. Je vais vous dire une parole que j'ai écrite du vivant de Césaire. C'était une commande d'une revue. Et j'ai fait une parole courte dans laquelle je reprends peut-être 3 ou 4 expressions de Césaire. Je l'ai appelé oxygène. Parce qu'André Breton, quand il est venu en Martinique dans les années, je crois, 50, je crois, il a rencontré Aimé Césaire pour la première fois. Il a dit que le verbe de Césaire est beau comme l'oxygène naissant. Ça, c'était une parole particulière. Beau comme l'oxygène naissant. En hommage à Aimé Césaire, bien sûr. Avivant la braise de nos veines, l'oxygène à jamais naissant du verbe césarien préside à l'office d'un feu d'alchimie primordiale. Un feu qui ne brûle ni dévore. Un feu de faim universel, un feu de soif irrémédiable, transcendant toute cendre, transmutant toute pierre. Le feu d'une formule magique, foyer d'une primitive et très vaste pensée, un feu d'initiation nouvelle et de terminaison vitale, car feu de fin impérative du règne de l'inique, seule chose au monde qui vaille la peine qu'on la commence, qu'on ait fin d'elle, au plus ardent de nos attentes. Merci. Ça fait écho à la parole si belle de Césaire dans le cahier de retour au pays natal qui dit « La seule chose au monde qui vaille la peine qu'on la commence, mais la fin du monde pardi. » Ça c'est Césaire. La manière de parler. La seule chose au monde qui vaille la peine qu'on la commence, mais la fin du monde pardi. Il voyait loin. Il voyait loin. Évidemment, ce n'est pas la fin du monde
l'espoir de retour, il fait du monde nécessaire, un basculement, un renversement. Et toujours dans cette même lignée, commandée par une ville de Martinique, les Trois-Aînés, aussi à l'occasion de l'anniversaire de Césaire, ils m'ont demandé encore une création que j'ai appelée la magie du verbe aimer. Et ce moment que nous passons ce soir s'appelle le temps d'aimer. La magie du verbe aimer. Certes, les promesses de l'aube sont loin de s'affranchir des menaces tenaces des cuscutes et des proliférations mortifères. Certes, les grandes eaux des hivernages désespèrent de laver l'épiderme des terres, des tumeurs et des lèpres qui sans cesse l'assaillent. Certes, dans les alvéoles du temps, flotte encore obsédant, comme dans un bain d'imaginaire ensorcelé, les effluves de boucan et de chair calcinée, les mémoires ressassent en mal d'identité des cliquetis de chêne et des chapelets de peine. Certes, dans les yeux tourmentés du présent, la vision des jardins à venir revêt, faute de mieux, des airs de cartes postales dont se frottent la panse des vendeurs d'espérance, de paradis perdus ou de démocratie. Certes, notre bien-aimé poussière-t-il, avec ses airs de rebelle, n'échappe pas à la machiavélique dramaturgie du cercle des puissants, des suppôts du profit et de l'iniquité, et chaque âme en prend pour son grade, ses désirs, ses détresses et ses rêves. L'évidence au reflet fatidique abuse les paupières de l'espoir, certes, mais nos pensées dorénavant sont de cervelle à jamais libres par la magie du verbe d'aimer qui enchante et vivifie la respiration du pays bien-aimé. Ô Césaire, inscrit dans l'ADN de ta parole, s'annonce envers et contre tout le temps d'aimer, le temps de partager les fruits de l'arbre à pain de renaissance, le temps de fouiller les ignames profondes nourricières de la force dans nos cœurs retrouvés, reconquises, la force de regarder demain, surtout bâtir par notre esprit et par nos actes, et de notre propre mûrissement dans l'humus assoiffé du monde, surgit. Merci. Avec un petit air d'écriture césarienne, et voici toujours dans la lumière de Césaire cette parole qui fait partie de mon, pas le dernier, mais le CD précédent. J'ai eu le plaisir de vous faire une signature tout à l'heure. Voici esclave d'hier et jamais plus. C'est comme un manifeste. Je vais le déclamer. Moi, esclave d'hier et jamais plus, je dépose aujourd'hui à la porte des siècles mon fardeau de misère, de carcans et de peur. Servitude ancienne, déchéance présente, toute chaîne qu'on prévise. Qu'on me parle de quoi, de sauveur ou de ciel, jamais plus d'oppression dans la chair ou l'esprit, et le chant quotidien qui remonte mon sang du fond de ma mémoire, qu'on soit blanc, jaune ou noir, jamais plus de nuit bleue, de matin piétiné, d'ambition criminelle, d'innocence bafouée, jamais plus de cauchemar ou jarret de nos rêves. Moi, esclave d'hier et jamais plus,
en vertu des tambours et des cornes marines qui me sont conférées à la barre du monde, je commande une pluie de rosées salutaires sur les fronts sans frontières des guerriers de lumière, et je lance la voix de mon île veilleuse, comme la chante Césaire, dans l'immense agora du 3e millénaire, voix esclavetière, et jamais plus. Merci. Et voilà, je vais terminer par une parole que j'ai intitulée « Terre promise », qui fait partie de mon répertoire déjà depuis quelques années, que j'aime bien dire. Elle a aussi sa portée dans le contexte actuel. Cette parole, les passagers de Terre promise, je ne sais pas si vous croyez à la Terre promise, vous y croyez? Moi, j'y crois. J'y crois plus que très fort, mais elle n'est surtout pas à venir. Elle est en restant. Même une petite fraction de terre promise par jour, parce que toute une journée ne peut pas être de terre promise, avec toutes les galères, avec les impôts, tout, les nouvelles. Mais même une petite fraction, qu'est-ce que c'est? Un regard simple, un regard fraternel, une pensée positive, une parole, une petite assemblée, une écoute, un partage, un sourire, une danse. Et on est en situation de terre promise. Passagers de terre promise, l'heure du départ est tout de suite. Les fourmis bleues sont aux commandes du plus grand ruisseau de l'espoir. Chaque seconde est un miroir entre chaque homme et son désir. Il faut tout prendre ou tout plaquer, mais tout au moins tenir en soi un rien de joie pour la soif. Les dauphins ressentent leur mort. Les oiseaux marins sont en berne. Les milliers d'enfants de la terre qui périssent à cause de leur père n'ont même pas le temps de chanter qu'il n'y a rien à comprendre. Puisqu'on n'est rien. Soyons tout. Car tout, c'est quoi? Tout, c'est rien. Il va falloir embarquer. Il va falloir planter sur le champ les derniers baobabs de lumière, décimer les murs qui demeurent au service des princes de la peur, et swinger le tout, pour rallier les forces de paix, épauler les flottes d'amour qui défendent les bases de nos vies. Les convois de bonne conscience ne seront jamais qu'un mirage dans l'immense désert des pouvoirs qui accablent la marche du siècle, terrasser la guerre dans le monde. Ça commence au front de nous-mêmes. Nous sommes tous à bord de la Terre. L'univers entier est en nous. S'il faut douter du cœur de l'homme, autant renier le droit de croire. Chaque naissance n'est-elle pas un voyageur de la promesse? Y a-t-il encore un ciel à perdre ou un enfer à redouter quand tout nous presse de partout? Quand tout se joue dans un éclair. Dans un éclair, rien que l'éclair. Car tout c'est quoi? Tout c'est rien. Il va falloir embarquer, passagers de terre promise. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci bien sûr à Surya Adel, que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans à Paris. Un jour, je suis à Paris, j'entends une pièce avec une fille qui s'appelle Barnabé. Je dis Barnabé, c'est étrange. Mais j'entends Bernabé, alors que moi, quand je me présentais ici, à 20 ans, même maintenant encore, je dis Bernabé. Dans la presse, je vais me faire un récital, j'oublie Barnabé. J'ai beau dire Bernabé, évidemment. Parce que Barnabé, c'est un prénom qui a cours en France. Mais Bernabé, c'est un nom qui vient d'Espagne. Parce que vous savez, dans les métissages, quand je vois mon papa qui a 104 ans, avec tous les points qu'il a sur la peau et son teint presque blafard, mais un peu coloré quand même, je comprends que quelques années en arrière, il y a un vieux colon espagnol. Mais c'est comme ça, les métissages.
Et donc, j'entends parler de cette fille, et je ne sais pas, je dis, bon, je vais la rencontrer, je sens qu'il y a une vibration là, et puis on se rencontre. Et c'est Soria, en fait, c'est Soria Abel Barnabé, était un nom de scène pour une pièce de théâtre. Et j'ai rencontré Soria, par la suite, on s'est vu 1 ou 2 fois. Et je vais vraiment vous demander de l'applaudir parce qu'elle est courageuse d'avoir osé dire « Je fais venir Joby, je lui permets de partager quelques paroles de Césaire, de faire un récital. » Elle a contacté la mairie. Donc, un grand merci Soria. Soria Abel. Voilà. Donc, bien sûr, à la bibliothèque, à la municipalité, au personnel de la bibliothèque qui m'a reçu avec une telle gentillesse, une telle simplicité. Et il y a un qui me disait tout à l'heure, on va faire un petit tour, la bibliothèque n'est pas bien grande. Je dis Dieu merci, heureusement que les bibliothèques ne se mesurent pas à la quantité, à leur grandeur, mais à leur qualité. Et surtout, une bibliothèque est nécessaire, il faut qu'elle ait un poids. Donc merci à vous. Merci aussi à Alfred Fonton. Alfred Fonton est là, avec lui j'ai joué hier, c'est mon directeur musical, il est au fond là. C'est un petit bouc, comme on dit en Martinique, c'est un grand monsieur, mais un petit bouc très passionné, très engagé dans la musique. Et quand on joue avec 5-6 musiciens, c'est lui qui est la cheville musique ouvrière. On est des ouvriers, tiens, la cheville musique ouvrière, Alfred Fonton. Et puis, ce soir, il y a avec moi mon dernier petit, le dernier prince. J'ai 3 princes et 3 petits princes. Avec mon papa qui est encore là, qui vient d'avoir 104 ans. Et Sundiata qui est là pour à la table des signatures, qui est réalisateur. Sundiata s'en fait. Merci. Merci à vous tous, merci aux amis qui sont là. On a dit pas vu depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ça fait plaisir de te voir. Il a été, je crois, directeur de grands organismes culturels en Guadeloupe. Et il a eu l'occasion de faire jouer un homme de lettres, évidemment, comédien aussi. Et puis merci à tous les autres qui sont là. Et s'il y a, on ne dit pas le maire, on dit la mère ou la mairesse qui est là ce soir, je lui fais des félicitations. Je la salue. Hein, Pierre-Poul, qui c'est comme ça? Quelqu'un a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? D'où tu sors, toi? Bon, comment vas-tu? D'où il sort ce mot magique? Pierre-Poul. Tchévé, super, Pierre-Poul. Pierre-Poul, c'est une litanie que j'ai écrite en créole, qui est terrible. Merci à vous tous. Passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Joby. Je voulais juste vous dire un petit mot avant que vous alliez rejoindre Joby à la table de signature. L'événement, cette séjournée continue. Ce soir encore, à 6h30, il y a un documentaire, une avant-première d'un film avec Joby Bernet. À ceux qui connaissent bien 14e, vous courez, je crois qu'il reste encore de la place. Documentaire sur tout le parcours, voilà. À 20h, il y a un conte théâtral chorégraphié par Max Yacock. Toujours à la maison des pratiques artistiques amateurs sans rue Didot. Et demain, c'est la dernière journée qui va commencer avec un atelier de danse de la compagnie Kiffé Kako à 11h, de 11h à 13h30. Et on a 2 masterclass avec deux grands musiciens de la Martinique, Maxilla à la flûte, flûte des mornes, et Mario Canonge au piano. Alors, si vous êtes pianiste, flûtiste confirmé, vous venez. Et si vous êtes débutant, vous venez aussi pour écouter. Voilà, c'est vraiment super. Vraiment, Mario Canonge, c'est un mec... Puis je vais aller voir un super beau piano, un quart de queue, là, il est vraiment bien. Venez demain, vraiment. Et après, on finira. Dans le même temps, il y aura des cours de graphie pour ceux qui parlent le créole, mais qui n'écrivent pas. On peut faire un effort pour écrire le créole bien, correctement. Et il y a une graphie, donc profitons-en. Et il y aura un atelier de bocantage pour ces mondes qui ont moins. C'est les mecs de France qui accroché créole là. Donc, parce que, bah voilà, je suis une génération, on ne parlait pas. Et donc, il y a un atelier de bocantage, de conversation créole, pour les gens qui comprennent le créole, mais ne sont pas forcément à l'aise dans le créole. Voilà, on se libère, on se lâche. Et on finit à 19h. On aura un petit mot de Joby qui est parrain et invité d'honneur de cette édition. C'est la première édition de la compagnie Malala, toute seule. C'était pas évident, mais bon, on l'a fait. Et à 19h, il y a une scène ouverte. Donc, si vous avez un talent caché, c'est le moment. Musique. Non, bah. Caché ou pas caché. Bah, c'est pas forcément pour les professionnels. C'est vraiment, je voudrais que les gens se sentent à l'aise. Musique, piano, danse, un poème à dire.
du moment que c'est autour de la créolité, de ces cultures métissées, eh ben, vous m'appelez, il y a le mail et le téléphone sur le petit programme, et on vous laissera un espace de 5 minutes pour vous exprimer. Voilà, en toute simplicité. Et puis voilà, puis il y a une très belle exposition de photographes et de plasticiens. Jean-Claude Cabot, Willy Vainqueur, Marie-Charlotte Loreille qui a fait une belle exposition sur le Broca, et Chantal Picot. Et puis il y aura à manger aussi. Parce que c'est important. Voilà. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, il y aura une dégustation de spécialité guyanaise à 13h, les délices de Oui Oui. Et puis voilà. Et puis je regrette que Patrick Cheval, il est là, je voulais le programmer. Et vous savez, c'est difficile. Tout est gratuit, je vais vous le dire. Tout est gratuit. Donc voilà, alors si vous réservez, venez. Si vous ne venez pas, vous appelez pour dire que vous ne venez plus. C'est un peu dur quand les gens, on fait un travail comme ça et que les gens n'ont pas le respect de rappeler pour dire on ne peut pas venir. Et Patrick, je n'ai pas programmé parce que j'avais plus de subvention publique. Voilà, c'est très dur maintenant la subvention. Voilà. Mais on fait quand même, on fait aller et j'espère que la prochaine fois je pourrai programmer Patrick Cheval qui est un superbe conteur et voilà. Donc à bientôt, peut-être pas tout de suite pour certains et allez retrouver Joby à sa table. Voilà. Merci à Christophe Relais. Et allez voir en replay, on a fait un très beau reportage. Et donc pendant jusque mi-décembre, vous avez 2 ouvrages à disposition, une petite centaine que vous pouvez emprunter autour des langues et cultures créoles. Bonne soirée.